Bienvenue à tout le monde. La conférence de ce soir va porter sur le multilatéralisme, ou plutôt sa fin, ou plutôt aussi les raisons pour lesquelles il faudrait peut-être le défendre. Initialement, cette conférence était intitulée « Faut-il défendre l'ONU ?» parce que c'est une entité avec laquelle Médecins sans frontières a l'habitude de travailler, des agences avec lesquelles que nous avons beaucoup côtoyé, mais à la demande de Monique Chebillet-Gendreau, nous avons réintitulé la conférence « Faut-il défendre le multilatéralisme ?» parce qu'effectivement, ça s'étend de façon plus large. Il y a des institutions multilatérales qui ne dépendent pas de l'ONU et qui sont intéressantes à examiner. Et puis la question du droit international déborde évidemment celle de l'ONU. Mais c'est initialement cela qui nous a donné l'idée au CRAJ de proposer une conférence sur cette question, parce que de toutes parts, le droit international semble être en train de s'effriter, de s'ébrécher, de se briser. Gaza est évidemment le sujet qui revient le plus souvent sur ce thème, mais ça n'est pas le seul. Est-ce que le droit international humanitaire est mort à Gaza ? Est-ce qu'il est mort du fait que l'Europe ne l'ait pas plus défendu, et donc est-ce qu'il est mort plutôt en Europe ? D'ailleurs, est-ce que le droit international humanitaire est mort ? Après tout, on prononce son décès, mais il n'est pas certain, enfin c'est peut-être un peu tôt pour cela. De la même façon, le droit international est-il mort ? On voit qu'il prend des coups très sévères. L'ONU elle-même, le Conseil de sécurité lui-même, source du droit international, a en quelque sorte voté contre lui-même en entérinant l'existence du Board of Peace par une résolution du Conseil de sécurité, alors même que le Board of Peace de Trump est censé faire la peau à l'ONU, en tout cas installer son hégémonie par-dessus. De la même façon, on entend ici et là des commentateurs, des chroniqueurs, des éditorialistes parler du droit international comme d'une sorte de survivance d'un passé révolu, presque quelque chose de ringard du fait de sa longue histoire qui est sur le point d'être aujourd'hui dépassée. Gaza joue un rôle, mais l'Ukraine, évidemment, est également en arrière-plan. Et puis, dans bien d'autres conflits, on voit aussi ces questions surgir. Pour Médecins sans frontières, qui a une longue histoire avec l'ONU, le HCR, à nos tout débuts, quand nous étions actifs dans les camps de réfugiés, le HCR était un interlocuteur familier, quotidien des équipes de terrain, mais aussi du siège. L'OMS, évidemment, avec laquelle nous avons travaillé sur les questions de médicaments essentiels, des préqualifications de vaccins, etc. Et je pourrais multiplier, non pas à l'infini, mais disons aller jusqu'au PAM, avec lequel nous avons eu aussi des opérations communes. Donc les agences des Nations Unies sont des interlocuteurs familiers. De plus, on peut dire, je ne sais pas si vous me démentirez ou pas, mais les agences des Nations Unies ont une dimension multilatérale que l'ONU elle-même n'a pas vraiment. Le Conseil de sécurité, c'est un directeur des puissances. Est-ce qu'il faut le mettre dans la rubrique multilatéralisme? Est-ce qu'il faut défendre le Conseil de sécurité comme un moindre mal par rapport à d'autres mots qui pourraient être bien pires? Voilà des questions que ce ne sont pas des questions que je vous ai communiquées pour que vous y répondiez, mais je sais que dans le cours de votre réflexion, ce sont des questions qui vont être abordées. Vous allez parcourir tout ce terrain, donc je vais laisser la parole à Monique Chebillet-Gendreau, non sans l'avoir tout de même présentée un minimum pour ceux qui ne la connaissent pas. Monique Chebillet-Gendreau est professeure émérite de droit public et de sciences politiques à l'université Paris Diderot. Elle est aussi une praticienne, et pas simplement une enseignante et une théoricienne du droit, mais une praticienne, notamment auprès de la Cour internationale de justice à La Haye, où elle a représenté, c'était la Palestine, ou l'organisation de la conférence islamique sur la Palestine, au sujet de la Palestine. Elle est autrice notamment, enfin, son dernier livre, en tout cas, est intitulé « Rendre impossible un État palestinien », sous-titre «
l'objectif d'Israël depuis sa création. Ça aurait être plus explicite, mais ça n'est pas véritablement le sujet central de cette conférence, même si ce genre de sujet était une occasion pour moi de rencontrer Monique Chemier-Gendreau à quelques reprises. Voilà, Monique, c'est à vous pour environ 1 heure de conférence, je crois, vous avez calibré, et ensuite ce sera ouvert au débat. Merci Ronnie et merci à tous d'être là. Je suis très heureuse de rencontrer les gens de Médecins sans frontières sur un sujet difficile, ardu. Je vais vous emmener sur des chemins un peu escarpés, parce que pour analyser la crise actuelle du multilatéralisme, la crise du droit international, parce qu'il est en crise, et pour savoir comment y répondre, il faut passer par les arcanes du droit qui ne sont pas toujours très clairs. Je vais essayer de les clarifier devant vous. Alors, les insuffisances du droit international, Ronnie vient de le rappeler, elles éclatent aujourd'hui à la face du monde, avec une telle intensité qu'il n'est guère possible d'ignorer que le processus vital semble engagé, comme on le dit, d'un humain. Il y a un journaliste du Monde qui écrivait récemment, c'est terrible d'ailleurs, évoquer le droit international aujourd'hui, c'est faire une visite de musée. Les violations de ce droit sont, il est vrai, d'une ampleur inédite, et elles sont accompagnées de la dénonciation du droit international, c'est ça qui est nouveau, que se permettent les responsables politiques dans de très nombreux pays. Alors, je vais faire un rapide bilan de la situation actuelle, mais ensuite, je vais essayer d'analyser devant vous les faiblesses structurelles de ce droit qui ont conduit à cette situation. Et puis, j'esquisserai, pour conclure, quelques éléments de réflexion sur ce que les sociétés civiles peuvent faire et développer pour contrer la dérive en cours et ne pas rester simplement dans la désolation et la dénonciation de ce qui existe. Alors, premier bilan, le droit international est aujourd'hui à l'évidence un droit faible qui ne correspond pas aux exigences, aux caractéristiques d'un droit effectif. Alors cette situation critique, elle a été longtemps masquée et elle apparaît aujourd'hui au grand jour, mais elle est très ancienne. Les pays occidentaux qui se sont flattés au XXe siècle de créer un droit entre États, qui existait à peine dans les siècles précédents, car jusqu'à la Société des Nations, le droit international, c'était le rapport de force, et rien d'autre. On a fait un petit essai avec la Société des Nations, et on a voulu améliorer les choses de manière plus substantielle avec les Nations Unies. Mais les pays occidentaux qui ont été à la manœuvre ont présenté ça comme un progrès de la civilisation universelle. Et c'est vrai qu'ils ont permis au système international d'édicter un très grand nombre de normes portant sur tous les sujets de la vie internationale. Ce sont les grands traités qu'on appelle les traités multilatéraux généraux. Alors ça a créé l'illusion que les relations internationales étaient désormais encadrées par des règles communes. Mais ce droit, qui a été formulé largement, a été construit avec des mécanismes d'application si faibles qu'il s'agit de ce que j'appelle un droit déclamatoire, qui n'a rien de contraignant et qui est donc dépourvu d'effectivité. Alors, il est vrai que des violations répétées d'un droit cependant en vigueur ne signifient pas nécessairement qu'il soit en crise. Dans les droits internes, lorsque cela arrive, on prend les mesures prévues pour contrer les violations. Mais pour ce qui est du droit international, les violations sont massives, elles sont répétées et surtout, elles ne sont pas sanctionnées. En conséquence, le rapport de force s'exprime sans régulateur, ce qui met en danger vital les plus faibles, les États les plus faibles, les peuples les plus faibles. C'est ce que nous voyons sous nos yeux. Alors, les optimistes diront sans doute, ce qui n'est pas faux, qu'une partie du droit international trouve à s'appliquer sans trop de violations. Donc, contribue encore à une certaine paix sociale. C'est vrai de traités sur la nationalité, de traités sur le commerce,
ou de beaucoup de traités de frontières qui, dans un grand nombre de régions du monde, heureusement, ne sont pas remis en cause. Mais si on se tourne vers les chapitres essentiels du droit international, le droit de la paix, le droit humanitaire en cas de conflit armé, les droits de l'homme, le droit des migrations, la réglementation des armements, le droit de l'environnement, l'entrée en vigueur de tous les grands traités qui ont été passés sur ces différents thèmes, et nous en avons, n'a pas été suivie d'effet. Car ces traités n'ont pas de portée universelle, je vais vous expliquer pourquoi, et ne sont pas soumis à des mécanismes d'application efficaces. Et évidemment, le droit humanitaire en cas de conflit armé en est l'exemple tristement emblématique. Quelles sont les guerres dans lesquelles on peut dire que ce droit a été respecté? Vous êtes ici, à Médecins sans frontières, les mieux placés pour répondre à cette question. Alors, pour éclairer mon propos sur les défaillances du droit international, je dois faire un petit détour pour rappeler quelles sont les exigences d'un système juridique efficace. Dans toutes les sociétés, le droit est le ciment qui sous-tend la cohésion sociale. D'une part, le rapport entre les membres de cette société est fondé sur une distinction entre ceux qui détiennent l'autorité leur permettant de dire le droit et ceux qui doivent le respecter. Et d'autre part, lorsqu'un différend intervient entre deux membres de cette société, ce différend est soumis à un tiers, le juge, qui dira où sont les torts et quelles mesures doivent être prises pour les faire cesser. On voit bien ce qui se joue alors. Les passions des humains les amènent à développer des subjectivités qui peuvent être antagoniques de celles d'autres humains. Ceci est à moi, non, c'est à moi. Ça commence dans les écoles maternelles et au sein des fratries. Le droit est ce qui ramène de l'objectivité. Alors, ce n'est pas la justice idéale, mais c'est ce qui permet la paix sociale. Et tout système juridique est fondé sur des règles de procédure qui tentent à créer cette objectivité. L'impartialité du juge compétent pour régler la querelle doit être garantie. Tout lien avec l'une des parties est proscrit. Les délais, les règles de preuve, les témoignages, les deux niveaux de juridiction, l'obligation pour les juges de motiver leur jugement, tout cela concourt à dire objectivement quels sont les torts, et ça calme les subjectivités, et ça amène les plaideurs à accepter la décision. Nous n'avons rien d'autre, nous les humains, pour faire la paix sociale. Et c'est cela qui a manqué dans la société internationale jusqu'au XXe siècle. Toutes les relations entre les États se réglaient sur les rapports de force. Et l'affrontement des subjectivités étatiques était sans autre solution. Ce qui a créé la grande espérance au XXe siècle, c'est le fait qu'après 2 guerres mondiales, particulièrement meurtrières, la société internationale a semblé enfin décider à se doter d'un système de droit objectif et universel. Et il y a eu toutes les apparences d'un progrès. Des principes communs ont été énoncés dans la Charte des Nations Unies, et puis très vite ensuite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été suivie par les pactes internationaux. Le recours à la force a été interdit, comme l'est dans les sociétés internes le recours à la violence. Un organe a été en charge de qualifier les situations, c'est le Conseil de sécurité. Les armements devaient être réglementés au minimum. La légitime défense a été encadrée. Si la violence éclatait malgré cela, la guerre était réglementée de manière à épargner les civils. Des comités ont été mis en place pour assurer le respect des droits de l'homme. Un autre organe, la Commission du droit international, a été créé pour développer les règles qui doivent s'appliquer à la communauté des États. Enfin, une juridiction internationale a été instituée. D'abord une juridiction civile, celle de la Cour internationale de justice de La Haye, créée en 1948, puis pénale à partir de 2000 avec la Cour pénale internationale.
Alors, après ce tableau magnifique, comment comprendre que la force se déploie aujourd'hui dans tout le Moyen-Orient, comme elle se déploie en Ukraine depuis 4 ans, comme elle est endémique en République démocratique du Congo, comme elle est tragique au Soudan, sans réponse du droit international. Le Conseil de sécurité est réduit à l'impuissance, son action étant conditionnée par l'accord entre les 5 membres permanents. Les armements augmentent considérablement, sans réglementation effective. Le droit humanitaire est en grande partie une illusion, les civils étant les victimes principales des guerres. Les droits de l'homme sont bafoués, les civils étant les victimes principales, comme dans ces pays d'Europe qui laissent les candidats à l'immigration périr dans les mers qui bordent leurs côtes. La planète est saccagée et les générations futures gravement menacées. La justice internationale est cantonnée à quelques contentieux limités, les États pouvant y échapper en refusant la compétence des juridictions internationales. Et le monde, nous tous, assistons stupéfaits à cette déroute. Alors, sans doute, faut-il continuer d'invoquer la nécessité d'appliquer le droit international, et je le fais tous les jours. Mais est-ce qu'il ne faut pas surtout s'interroger pour repérer les tares du système qui ont permis d'en arriver là? Alors, c'est ce que je vais faire rapidement devant vous. Le problème est que le droit international a été construit sur des faiblesses structurelles dont les conséquences se mesurent aujourd'hui. Ces faiblesses, elles sont les conséquences de contradictions non surmontées au cœur même de la Charte des Nations Unies. Ces contradictions, on peut en repérer 2 principales. La plus importante est celle entre le principe de souveraineté et le droit international. Et une autre est entre l'affirmation de l'égalité entre les peuples et les États, ce qu'affirme la Charte, et le maintien d'un principe de domination au profit de certains États. Alors, la première contradiction, à quoi correspond-elle? La notion de souveraineté est ce qui caractérise les États. C'est ça qui les distingue des autres échelons politiques. Elle se définit rarement avec précision, mais elle se définit comme un pouvoir originaire qui ne puise sa source et sa légitimité qu'en lui-même. De ce fait, il a 2 faces, ce principe de souveraineté. L'une positive, et c'est ça qui fait son succès planétaire, et qui explique qu'inventé en Occident, dès le XVIe siècle, c'est Jean Bodin qui a théorisé la souveraineté en France, inventé en Occident par héritage du droit romain, ça explique qu'elle nourrisse la fierté de tous les peuples. Tous les peuples veulent être souverains. Alors, elle est en effet la qualité qui garantit l'indépendance d'un peuple lorsqu'il accède au statut d'État. C'est aussi la qualité qui lui donne sa dignité, c'est vrai. Mais il y a une face négative. C'est que cette indépendance n'est pas seulement la capacité à être protégé de tomber sous le pouvoir d'un autre, elle est la capacité à refuser d'être soumis au pouvoir du droit international. Et cette capacité de refus s'exprime factuellement sous nos yeux lorsqu'un État viole une règle fondamentale comme l'interdiction du recours à la force. Ouvrez la radio et vous avez un exemple tonitruant ces jours-ci avec ce que font l'Israël et les États-Unis en Iran. Mais cette capacité de refus s'exprime par le retrait d'un traité, par exemple, ou le refus d'y adhérer, ou par les violations de toute norme internationale. Alors, la doctrine du droit international est extrêmement rétive à dénoncer cette contradiction. Mes collègues n'aiment pas ça du tout. Par exemple, cette année, Samantha Besson, qui est titulaire de la chaire de droit international au Collège de France, a pris pour objet de son cours les souverainetés.
Alors c'est très intéressant ce qu'elle fait, hein. Il y a beaucoup de finesse dans ses analyses. Elle dénonce la conception absolue de la souveraineté qui a triomphé dans la société internationale et elle plaide pour une souveraineté plus nuancée, cherchant à concilier la puissance politique des États et l'autorité juridique du droit international. Je la suis, mais, il y a un mais, il manque au système actuel qu'ait été reconnue par la communauté mondiale cette autorité juridique du droit international. Dans la vie internationale telle qu'elle se développe sous nos yeux, le droit international est soumis aux souverainetés. Il n'existe que par le consentement conjoint des États souverains. La souveraineté est une propriété de l'État qui ne dépend pas d'un droit international qui serait supérieur aux États. Nous ne sommes pas là. Ce sont les États qui sont au-dessus du droit international. Et les carences du droit international viennent de cela. Alors l'autre contradiction qui est à la source de l'impuissance du droit international est celle entre, d'une part, l'affirmation de l'égalité des peuples et des États, article 1, paragraphe 2 et 2, paragraphe 1 de la Charte, et d'autre part, le privilège exorbitant accordé à 5 États, parce qu'ils avaient été les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, de ne jamais être soumis à réélection au sein de l'organe décisionnaire, le Conseil de sécurité, et de disposer d'un droit de veto pour toutes les questions autres que de procédures relevant du Conseil. Ce sont les articles 23 et 27 de la Charte. De ce fait, les Nations Unies sont une organisation aristocratique, fondée sur une domination institutionnellement organisée et définitive, comme était la noblesse d'Ancien Régime. En se prétendant fondée sur le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce que la Charte des Nations Unies affirme dans ses principes, les Nations Unies, qui ne prononcent pas, dans la Charte, on ne prononce pas le mot de démocratie, mais en défendant les droits de l'homme et les libertés fondamentales, les Nations Unies se voulaient être démocratiques. Mais elles ont échoué à l'être parce qu'elles reposent sur la domination des grandes puissances et de leurs alliés. Alors, ces deux contradictions majeures engendrent des conséquences que je vais analyser devant vous, qui expliquent la crise actuelle. Ces conséquences, on peut les classer en 3 groupes. Il y a les conséquences sur le mécanisme de maintien de la paix. Il y a les conséquences sur l'autorité et l'universalité du droit international. Et il y a les conséquences qui affectent la justice internationale. Alors, les raisons de l'échec du mécanisme de maintien de la paix. Le mécanisme de maintien de la paix, aujourd'hui, il est à l'arrêt. Il l'est par l'absence d'une autorité impartiale capable d'intervenir lorsqu'il y a usage de la force et dotée de moyens d'y mettre fin, sur des bases à la fois justes et efficaces. Alors, à lire la Charte des Nations Unies, il semble que la société internationale se soit pourtant dotée de cette autorité. C'est le Conseil de sécurité, qui est l'équivalent d'une autorité de police en droit interne. C'est lui qui est saisi lorsqu'il y a un conflit, c'est lui qui qualifie la situation en désignant l'agresseur, c'est lui qui prend des mesures adaptées à la situation, qui peuvent être des mesures non contraignantes ou éventuellement contraignantes. C'est lui qui devait, selon la Charte, disposer d'une force armée internationale pour intervenir si besoin était. Mais le mécanisme de maintien de la paix est paralysé par l'usage dévoyé qui en a été fait. Alors cela a commencé dès l'origine par le flou de la Charte sur les forces armées nécessaires au maintien de la paix. En effet, on ne pouvait pas interdire le recours à la force
et donner tout son caractère d'objectivité au nouveau système mis en place, sans un organe doté des moyens d'agir, comme sont les forces de police en droit interne lorsqu'elles interviennent pour régler une bataille de rue. Mais au lieu de préciser comment seraient constituées ces forces armées nécessaires au maintien de la paix, les rédacteurs de la charte ont pratiqué l'esquive. L'article 43 énonce seulement qu'un accord ou des accords permettront de mettre à la disposition du Conseil les forces nécessaires au maintien de la paix. Ces accords n'ont jamais été ni négociés ni conclus. La raison est claire. La guerre froide avait éclaté au lendemain de la signature de la charte et elle a fait obstacle à des forces mises en commun par des États qui étaient en rivalité militaire évidente. Comment vouliez-vous que les États-Unis et l'URSS de l'époque partagent des troupes avec ce que ça voulait dire de partage du renseignement, de la technologie militaire, etc. Donc ça a été un échec. Alors il y a un autre article 42 qui prévoit, lorsque le Conseil de sécurité décide d'une action militaire, que celle-ci, je cite, peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de membres des Nations Unies. Il y a alors, vous le voyez dans la charte, une ambiguïté entre l'annonce de forces véritablement internationales et la possibilité de s'en remettre aux forces militaires des États qui alors ne sont pas intégrés et restent nationales. Cela a permis à certains États de confisquer à leur profit la notion d'action internationale. Et ça a commencé dès 1950 avec la guerre de Corée. La guerre de Corée a été l'occasion des premières manipulations de la charte. Alors, pour vous rappeler les faits, la Corée du Nord communiste avait envahi celle du Sud, restait du côté des Américains. Le Conseil de sécurité fut saisi. L'URSS boycotta les séances du Conseil à ce moment-là, une absence. Cela aurait dû rendre impossible toute résolution, puisque le texte de la charte dit qu'aucune résolution du Conseil de sécurité ne peut être adoptée sans un vote affirmatif des 5 membres permanents. Mais, on est en 1950, il avait déjà été admis, dans des cas précédents, que l'abstention d'un membre permanent ne valait pas veto. Il s'agissait de ce qu'on appelle, nous les juristes, une interprétation contra legem. C'est le contraire de ce que dit le texte. En 1950, d'ailleurs, ce n'était même pas une abstention de l'URSS, c'était son absence. Mais l'absence a été assimilée à l'abstention, et l'abstention ne vaut pas veto. Cela s'explique par le fait que les États-Unis ne pouvaient plus reculer, parce qu'ils avaient envoyé MacArthur, déjà en Corée, sur place avec des troupes. Les troupes américaines représentaient 88% des troupes soi-disant internationales envoyées sur place. Alors l'URSS, comprenant son erreur stratégique, a repris sa place au Conseil et a mis son veto aux résolutions par lesquelles le Conseil devait encadrer la suite des opérations. Les États-Unis ont alors déplacé le centre des décisions vers l'Assemblée générale par une résolution fameuse, la résolution 377 de l'Assemblée générale, qu'on appelle Union pour le maintien de la paix, qu'on appelle aussi la résolution Dean Acheson, qui est le nom du secrétaire d'État américain de l'époque. Et par là, il a été décidé que lorsque le Conseil était paralysé par un veto, l'Assemblée générale pouvait se saisir de la question en cours avec les mêmes pouvoirs que le Conseil. Alors, il faut expliquer politiquement comment ça s'est passé. En 1950, l'Assemblée générale, qui comportait encore à peine une soixantaine de membres, était d'une composition très favorable aux États-Unis, d'où la bascule qu'ils ont opérée. Aujourd'hui, l'Assemblée générale est très différente. Elle comporte 192 membres, elle est beaucoup plus représentative de toute la diversité du monde, et les grands États impériaux y sont contestés. Alors, si je fais défiler l'histoire rapidement, dès les années 50,
Incapable de déployer de véritables sanctions militaires contre un agresseur, l'ONU s'est repliée sur un objectif plus modeste de cessez-le-feu et de stabilisation des situations sur le terrain. Elle assure pour cela un appui aux efforts politiques de règlement des conflits par des moyens pacifiques. Alors, c'est les missions qu'on appelle les casques bleus, qui sont des missions d'interposition et non pas d'intervention, et qui ont été composées d'observateurs militaires non armés et de soldats munis d'armes légères, dont le rôle consiste essentiellement à surveiller la situation sur le terrain, à faire un rapport et à rétablir la confiance, si c'est possible, entre les parties en présence. Et comme vous le savez, ces contingents onusiens ont été déployés dans différents conflits. Il y en a eu 57 en tout, et il y en a 11 actuellement en cours. Alors, il faut remarquer que dans d'autres conflits, pour la plupart beaucoup plus importants et violents, le Conseil a montré son impuissance, toujours liée à l'implication d'un membre permanent. Le cas le plus notoire a été la guerre américaine au Vietnam. Cette guerre, qui a duré 10 ans, avec un engagement américain par moment de 500 000 hommes sur le terrain, accompagné de déversements d'un produit hautement toxique appelé l'agent orange, dont les effets perdurent encore de nos jours, n'a fait l'objet d'aucune prise de position du Conseil au nom du maintien de la paix. Les États-Unis prétendirent que le gouvernement du Sud-Vietnam était en état de légitime défense contre les attaques de l'armée du Nord et qu'ils étaient en droit, eux, États-Unis, d'apporter leur appui militaire à un allié agressé. Les guerres menées en Afghanistan sont un autre exemple de l'échec des Nations Unies à garantir une paix juste là où elle est menacée. L'Union soviétique a attaqué ce pays en 1979, mais le Conseil de sécurité a été paralysé par le veto soviétique. Et lorsqu'en 2001, les États-Unis attaquèrent ce pays à leur tour, ils se contentèrent là encore d'invoquer le droit de légitime défense et le Conseil de sécurité a approuvé cette opération qui a ouvert une nouvelle guerre qui a duré 20 ans. Et pour ce qui est des deux guerres des États-Unis contre l'Irak, celle de 91 et celle de 2003, elles ont mis en évidence les ambiguïtés de la charte. Lorsqu'en 1990, Saddam Hussein envahit le Koweït, le Conseil de sécurité avait des raisons valables de se saisir et de vouloir agir au nom du maintien de la paix. Et là, on était en 1990-91, la faiblesse de la Russie, puisqu'on était juste après la chute de l'URSS, permettait au Conseil de sécurité d'agir. Mais ne disposant pas de forces internationales, il décida, c'est la résolution 678, d'autoriser les États membres à user, c'est l'expression qui a été employée, à user de tous les moyens nécessaires pour faire appliquer la résolution 661, qui était celle qu'ils avaient prise à la fin de l'année 90, pour exiger que l'Irak se retire du Koweït. Alors, je vous ai cité tout à l'heure l'article 42 de la Charte. Au nom de cet article 42, le Conseil pouvait faire ça. Dire à tous les États, allez-y avec tous les moyens nécessaires. Mais, il y a un mais, c'est qu'il restait au Conseil de sécurité l'obligation de suivre lui-même, et avec l'aide de son comité d'état-major, les actions armées engagées en son nom. Il y a un article 46 de la Charte dont personne ne parle, jamais. Cet article stipule les plans pour l'emploi de la force armée sont établis par le Conseil de sécurité avec l'aide du comité d'état-major. Ça veut dire que même quand le Conseil de sécurité délègue la force aux États, il doit rester actif, présent, et c'est lui qui décide des plans et qui suit les plans avec son comité d'état-major. Comme vous le savez, la première guerre du Golfe a été une expédition sous commandement américain, avec la coopération de quelques autres États, sans que le Conseil exerce le moindre contrôle. Et vous vous souvenez que ça avait déclenché le départ de notre ministre de la Défense, Jean-Pierre Chevènement. Alors la seconde guerre contre l'Irak, celle de 2003, a fait l'objet d'une approbation plus diffuse par le Conseil de sécurité.
Alors, il a d'abord été menacé par le fameux discours de Dominique de Villepin. Donc, le Conseil n'a pas soutenu ouvertement l'expédition américaine. Mais dans les résolutions postérieures, reconnaissant les pouvoirs de l'autorité provisoire qui a été mise en place, il a semblé légitimer a posteriori l'intervention anglo-américaine. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on a vu émerger les premières fortes contestations du droit international. Notamment, il y avait un juriste américain, Michael Glennon, qui avança à ce moment-là dans des revues juridiques que le mécanisme de maintien de la paix étant caduc, il n'y avait plus d'interdiction de recours à la force. C'était fini, donc on pouvait y aller. Et quant à l'administration américaine, elle prétendit fonder son intervention militaire de 2003. Alors ça, c'est quand même magnifique. Elle a prétendu que cette intervention de 2003 pouvait être fondée sur les résolutions 678 et 661 des années 90 et 91 qui auraient été prolongées. Puisqu'en 1991, on avait dit que les États pouvaient y aller. Et ben voilà, ils y allaient encore en 2003. Cette instrumentalisation des Nations Unies a été plus grave encore, avec le fait que dans certains conflits, le Conseil de sécurité n'a pas hésité à donner mandat à l'OTAN pour réaliser des opérations militaires au nom des Nations Unies. Ça a été le cas en 1995 en Bosnie et en 2011 en Libye. L'OTAN est une alliance militaire défensive se situant explicitement dans une opposition à d'autres États. Elle est donc partisane par nature. Et elle n'a de ce fait aucune légitimité pour prendre en charge des opérations militaires exécutées au nom des Nations Unies. Ces opérations militaires au nom des Nations Unies, pour être crédibles, doivent être le fait d'un organe chargé de l'intérêt commun et non pas d'un groupe qui développe des intérêts particuliers. Investir l'OTAN du rôle de tiers impartial au nom de la communauté générale des États, ça a achevé de discréditer le mécanisme de maintien de la paix aux yeux de tous ceux qui n'appartiennent pas au camp occidental. Enfin, pour en venir aux guerres actuellement en cours, Ukraine, Palestine, Iran, guerre qui ravage l'Afrique, elles se déroulent dans l'impuissance des Nations Unies. Lors de l'agression russe contre l'Ukraine en 2022, le Conseil de sécurité a été bloqué par le veto russe. L'Assemblée générale a alors été saisie sur la base de la résolution 377 et elle a condamné l'intervention armée de la Russie. Mais le Conseil de sécurité n'a pas pris les mesures qui relevaient de lui. Les guerres menées par Israël n'ont jamais fait l'objet de condamnation par le Conseil de sécurité et encore moins de sanctions en raison du veto américain. Et dans les rares cas où les États-Unis ont choisi l'abstention, le Conseil a parfois condamné la colonisation en Cisjordanie ou à Jérusalem, ou certains massacres comme celui d'Hébron en 1994, mais ces condamnations n'ont été suivies d'aucune sanction. Et évidemment, le dévoiement du maintien de la paix a culminé avec ce que rappelait Ronnie à l'instant, le plan de paix du président Trump pour Gaza, qui a été approuvé le 17 novembre dernier par la résolution 2803 du Conseil de sécurité, plan qui renvoie à un futur incertain tous les droits du peuple palestinien. Et c'est un texte qui n'a pour ambition que de démontrer la faillite des Nations Unies, voulue et actée de cette manière par les États-Unis. Et puis enfin, l'actuelle guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, là est l'occasion pour nous de voir que les pays européens, qui ne savent plus très bien s'ils sont encore les alliés des États-Unis, ne sont pas allés, alors sauf le cas de l'Espagne, mais les autres ne sont pas allés jusqu'à condamner cette guerre expressément. Ils ont dit avec des litotes très intéressantes du bout des lèvres que ce n'était pas conforme au droit international.
Et le Conseil de sécurité, de son côté, par la résolution 2817 du 11 mars 2026, condamne fermement l'Iran pour ses attaques contre les pays de la région, sans dire un mot de l'attaque massive dont ce pays a fait l'objet de la part d'Israël et des États-Unis. Cette résolution a été votée par 13 voix, la Chine et la Russie s'étant abstenues. Alors, cet échec avéré du maintien de la paix est confirmé par deux éléments. Il y a d'abord le dévoiement de la notion de légitime défense. La légitime défense est admise par la Charte des Nations Unies sous des conditions précises que la Cour internationale de justice a eu toujours l'occasion de rappeler. L'usage de la force en légitime défense doit répondre à une action armée et non pas à la crainte d'une telle action. Cet usage doit être proportionné et il est soumis aux règles du droit humanitaire en cas de conflit armé. Enfin, la riposte d'un sujet de droit en état de légitime défense est nécessairement très brève, car le Conseil de sécurité doit être saisi immédiatement, c'est ce que prévoit l'article 51 de la Charte, et il prend alors les mesures que la situation impose. Autrement dit, le droit de légitime défense n'est exercé par celui qui se prétend victime que pendant un temps très bref, puisqu'il doit saisir le Conseil de sécurité. Et là, le Conseil de sécurité se substitue à la victime pour appliquer le droit international. Nous savons comment la légitime défense a servi d'alibi à de très nombreuses agressions. C'était le cas notamment de la guerre de 2023 à Gaza. Alors, il n'est pas faux que les attaques du Hamas ouvraient un droit de légitime défense à Israël. Mais la guerre totale menée à Gaza ne répond à aucun des critères de la légitime défense. Évidemment, elle ne correspond pas à la proportionnalité. Elle ne répond pas à la brièveté des occupations accompagnée d'une saisine du Conseil de sécurité. Ça n'a pas eu lieu. Il en va de même de la guerre en Iran, où les deux pays agresseurs se disent en légitime défense par des contorsions intellectuelles déplorables. L'autre élément qui dévoile l'absence de bonne foi, et j'emploie des litotes, je ne dis pas la mauvaise foi, l'absence de bonne foi des grandes puissances dans l'application de la Charte, c'est le cas de la réglementation des armements. Je ne sais pas si vous connaissez l'article 26 de la Charte, il est très intéressant. Je vais vous le lire. Afin de favoriser l'établissement et le maintien de la paix, en ne détournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et économiques du monde, le Conseil de sécurité est chargé d'élaborer des plans en vue d'établir un système de réglementation des armements, en vue de n'utiliser pour cela que le minimum des ressources humaines et économiques du monde. Jamais les membres du Conseil de sécurité n'ont mis ce point à leur ordre du jour, et jamais ils ne se sont souciés de réglementer les armements, si ce n'est par des usages douteux, comme ils l'ont fait contre l'Irak de Saddam Hussein, ou comme ils le font aujourd'hui contre l'Iran. Donc voilà le premier bilan des conséquences des contradictions que je vous ai signalées sur le maintien de la paix. Sur la faiblesse d'application du droit international et le manque d'universalité de ces normes, les choses sont moins connues, moins visibles, mais elles sont tout aussi graves. La Charte des Nations Unies n'a pas imposé que le droit international soit au-dessus des États souverains. Ce faisant, elle a permis la faiblesse structurelle de ce droit. En effet, les normes du droit international sont édictées par des traités. Les traités, dans les catégories juridiques, sont de la nature des contrats, c'est-à-dire qu'ils sont des faits relatifs. Ils ne s'appliquent qu'à ceux qui les ont signés et ratifiés. La comparaison avec le droit interne est très utile. Le droit interne connaît aussi des contrats,
Nous passons des contrats à tous les jours dans tous les domaines. Les achats de vente, appartements, assurances, etc. Ils ne créent d'obligation, ces contrats, que pour les signataires. Mais dans les droits internes, vous avez deux catégories juridiques différentes. Enfin, il y en a même d'autres, mais les deux principales. Vous avez les contrats qu'on passe tous les jours et qui sont le tissu des relations humaines. Et puis vous avez la loi, l'échelon législatif. L'échelon législatif est au-dessus des contrats. La loi, elle est universelle et obligatoire pour tous. Nul n'est censé ignorer la loi. Et les contrats ne peuvent pas déroger à la loi. Sans compter que c'est la loi qui donne sa cohérence à une société en déclinant quelles sont les valeurs communes. Or, le droit international ne connaît pas d'échelon législatif. Et ça, c'est une conséquence directe de la souveraineté. Chaque État n'est lié que par les engagements internationaux qu'il a pris, et il peut aussi s'en délier. Alors la doctrine, qui a toujours cherché à faire apparaître le droit international comme cohérent, etc., a esquissé l'idée qu'il y aurait des principes indérogeables de droit international au-dessus des États. La réalité concrète ne montre pas ça. Ça s'appelle une vue de l'esprit. Sauf un cas intéressant, la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. En 1969, on décide de prendre au fond un code de procédure des traités. Et donc, on prépare une convention sur le droit des traités. Dans cette convention sur le droit des traités, il y a un article 53 qui déclare qu'un traité est nul s'il est contraire à une norme de droit impératif général. Qu'est-ce que c'est qu'une norme de droit impératif général ? Alors, la Convention donne une définition que je vous cite. Ce sont des normes acceptées et reconnues par la communauté internationale des États dans son ensemble. Acceptées et reconnues selon quelle procédure ? Qu'est-ce que c'est que la communauté des États dans son ensemble ? C'est l'Assemblée générale des Nations unies. Elle ne prend que des résolutions non contraignantes. Le flou est total. Et ce caractère incertain de la source des normes impératives en rend l'existence aléatoire. Et surtout, le paradoxe incroyable, intellectuellement, c'est d'avoir voulu créer du droit universel en passant par la catégorie du traité, la Convention de Vienne, qui est du droit relatif. Alors le résultat n'a pas tardé. Notre cher pays, la France, qui est hostile à cette catégorie de droit impératif général, a refusé de ratifier la Convention de Vienne. Le droit international reste résolument un droit à géométrie variable. Alors on peut prendre quelques exemples typiques de cette aberration. Le plus frappant est celui dont on débat beaucoup ces jours-ci, compte tenu de l'actualité, du statut de l'arme nucléaire en droit international. Les États-Unis sont les premiers à utiliser cette arme à Hiroshima et Nagasaki en 1945. L'URSS la détient en 1949. Le Royaume-Uni en 1952, la France en 1960, la Chine en 1964. Vous me suivez ? C'est les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. La crainte d'un élargissement, parce que les 5 supportaient déjà difficilement entre eux, chacun ne supportait mal que les autres l'aient, mais alors il ne fallait pas que ça déborde. Donc la crainte d'un élargissement conduit en 1963 au traité d'interdiction partielle des essais nucléaires. Ce traité interdit aux 156 États signataires les essais dans l'atmosphère ou sous l'eau. La rivalité entre les États-Unis et l'URSS va les conduire à vouloir des bombes de plus en plus puissantes avec des missiles de portée accrue. Et à la fin de la guerre froide, le nombre de têtes nucléaires était de 70 000. Alors il a baissé depuis. On en est aujourd'hui, je crois, à 12 000 à peu près. Le nombre de têtes nucléaires n'empêche pas la capacité d'anéantissement total. Les États détenteurs
se justifie, vous le savez, par la doctrine de la dissuasion, à savoir la prévention de l'action par peur de ses conséquences. Mais la coopération en matière de nucléaire civil accroît le nombre d'États qui sont au seuil du nucléaire militaire. Alors pour empêcher ça, on a inventé le traité de non-prolifération nucléaire. Il a été signé le 1er juillet 1968 et il prévoit que les États dotés de la bombe s'engagent à ne pas transférer aux autres États d'armes nucléaires. Mais ils s'engagent à leur faciliter l'accès au nucléaire civil et surtout, ils s'engagent à initier un désarmement nucléaire complet à une date rapprochée. On était en 1968. Pour leur part, les États non dotés renoncent à acquérir le nucléaire et acceptent le contrôle de l'AIEA, Agence internationale de l'énergie atomique, qui vérifie que l'énergie nucléaire ne serve pas des objectifs militaires. Le désarmement nucléaire est resté très limité, ce qui a conduit à préparer le traité sur l'interdiction complète des essais nucléaires. Il a été ouvert à la signature à New York le 24 septembre 1966, mais le Sénat américain a refusé de le ratifier et il n'est toujours pas en vigueur. Par ailleurs, Israël, avec la coopération de la France, a été, à une date qu'on ne connaît pas, détenteur de la bombe. Mais aujourd'hui, c'est reconnu, ce n'est même pas contesté par Israël. L'Inde a acquis la bombe en 1974, le Pakistan en 1998. Ces trois États, Israël, l'Inde et le Pakistan, n'ont pas adhéré au traité de non-prolifération. Ils n'ont donc aucune obligation de renoncer à la bombe. Au regard du droit international, ils ne sont pas dans l'illégalité. Continuons. La Corée du Nord était devenue partie au traité de non-prolifération en 1985. Mais en 2003, elle déclara s'en retirer, ce qui est prévu par l'article 10, paragraphe 1 de ce traité. Aussi n'a-t-elle plus d'engagement international à ce sujet. En 2006, elle effectue de véritables essais nucléaires. Le Conseil de sécurité, par la résolution 1718 du 14 octobre 2006, qui a été réitérée ensuite à plusieurs reprises, a condamné les essais nord-coréens et décidé de sanctions non militaires contre ce pays. C'est très discutable du point de vue du droit, dans la mesure où la Corée du Nord, n'étant plus partie au traité de non-prolifération, se retrouve dans la situation d'Israël, de l'Inde ou du Pakistan, qui n'ont jamais été sanctionnés. Et arrivons-en à l'Iran. Le Conseil a montré à l'égard de l'Iran la même fermeté qu'à l'égard de la Corée du Nord. À partir de 2006, des sanctions sont prises à l'égard de ce pays, soupçonné de nourrir un objectif militaire. Ces sanctions seront partiellement levées en 2016, suite à un plan d'action à propos du contrôle de son programme nucléaire. Les États-Unis ont réimposé des sanctions en 2018, le Conseil de sécurité n'ayant pas suivi. Et Israël a lancé, vous le savez, l'année dernière, le 13 juin 2025, une campagne de bombardement qui a ciblé les installations nucléaires et militaires iraniennes et les commandants militaires et scientifiques développant le programme nucléaire. Quelques jours plus tard, toujours en 2025, les États-Unis ont lancé des frappes sans précédent sur les sites nucléaires de Fordo, Isfahan et Natanz avant qu'un cessez-le-feu n'entre en vigueur. Et puis aujourd'hui, nous sommes devant cette nouvelle guerre dont le motif avoué est de forcer l'Iran à renoncer à l'arme nucléaire. Et puis, il y a dans cette confusion intellectuelle quand même, disons-le, deux autres étapes qui ont marqué l'histoire du statut juridique de la bombe. Le 8 juillet 1996, la Cour internationale de justice a été saisie d'une demande d'avis consultatif sur la question de la licéité ou de l'illicéité de l'usage ou de la menace d'usage de l'arme nucléaire. La Cour
c'est d'ailleurs sous l'influence, vous savez, pour être saisi pour une demande d'avis consultatif, il faut que l'Assemblée générale pose la question à la Cour. Or, l'Assemblée générale, là, a été l'objet d'un gros lobbying de toutes les grandes associations contre le nucléaire, qui ont fait un excellent travail et qui ont poussé les États non nucléaires, à poser cette question à la Cour. La Cour a conclu à l'illicéité de cette arme, dans la mesure qui est une évidence, où cette arme ne permet pas de distinguer parmi les personnes qui seront frappées. Donc cette arme est contraire au droit humanitaire en cas de conflit armé. Mais les juges issus des puissances nucléaires, car évidemment, il y a, sur les 15 juges de la Cour, la tradition veut qu'il y en ait toujours représentant les pays membres permanents. Il y a eu un accroc récemment parce qu'il n'y a pas eu de juge anglais pendant quelque temps. Je ne suis pas sûr que le juge français soit renouvelé le moment venu. Enfin bon. Mais c'était une tradition. Ce n'est pas écrit dans le statut de la Cour, mais il y avait toujours un juge des 5 pays permanents. Les juges issus de ces pays estimèrent qu'il fallait, après avoir souligné le caractère illicite de l'usage de l'arme nucléaire, créer une sorte d'exception en laissant la porte ouverte à un usage dissuasif. Et elle a ajouté, à une voix près, la voix du président, qui est prépondérante, un paragraphe qui mérite d'être cité. Au vu de l'état actuel du droit international, ainsi que des éléments de fait dont elle dispose, la Cour ne peut conclure de manière définitive que la menace ou l'emploi d'armes nucléaires serait licite ou illicite dans une circonstance extrême de légitime défense dans laquelle la survie même d'un État serait en cause. Autrement dit, la Cour déclare l'arme illicite et réintroduit la possibilité qu'elle ne soit pas illicite. Alors, heureusement, pour l'avenir de l'humanité, les opposants à la bombe n'en sont pas restés là. En 2017, un groupe d'États a estimé que l'interdiction de ces armes était un objectif indispensable, d'autant plus que ça avait été annoncé dans le traité de non-prolifération. Et ils ont obtenu que soit préparé un traité d'interdiction complète. Ce traité est entré en vigueur le 22 janvier 2021. Il n'est adopté par aucune des puissances nucléaires. 94 États l'ont signé, 73 l'ont ratifié. Voilà. Et c'est du droit à géométrie variable. C'est ce que donne un droit seulement contractuel. Le soi-disant ordre juridique international qu'on développe dans la doctrine est en réalité du désordre. Et le second exemple des faiblesses du droit international contractuel est évidemment celui que vous connaissez mieux que quiconque, celui du droit humanitaire en cas de conflit armé. Ce droit est composé de multiples conventions. Les plus importantes sont la Convention de La Haye de 1907 et celle de Genève de 1949, avec les protocoles annexes de 1977. Alors il est intéressant de mettre en regard les dispositions de ce droit avec les guerres menées par Israël en Palestine et par le même État avec son allié américain contre l'Iran. L'interdiction de la colonisation est au centre de ce dispositif, article 49, de la Convention de Genève. Mais ce droit interdit aussi les atteintes à la dignité des personnes, article 3, notamment par des traitements humiliants et dégradants, ce dont Israël se rend coupable chaque jour contre les Palestiniens. Ce droit exige que soient protégés en toutes circonstances les personnes âgées, les blessés, les malades, les enfants, les femmes enceintes, article 14. Cette protection ne fonctionne ni pour les Palestiniens, ni pour les Iraniens, ni pour les Libanais. Les hôpitaux civils devront toujours être protégés, article 18. Le libre passage est toujours assuré pour les médicaments et les vivres nécessaires, article 23. Les personnes protégées ont le droit de quitter le territoire sous protection si elles le désirent, article 35. La puissance occupante ne peut détruire les biens des personnes protégées, article 53. Les services médicaux au bénéfice des personnes protégées doivent être maintenus, article 56. Tous ces textes
sont sans effet pour la Palestine, le Liban, l'Iran, comme ils le sont pour les Soudanais, pour les Congolais. C'est le résultat désastreux d'un droit dépourvu de force obligatoire. Alors, il est dépourvu de force obligatoire, ce droit, parce que la justice est défaillante. Et j'en viens, c'est le troisième effet des contradictions, aux limites structurelles de la justice internationale. En 1945, on a cru, avec la création de la Cour internationale de justice, que les États allaient être soumis dans leurs différends à la décision de juges réputés impartiaux. On est très loin de cela dans la réalité. La Cour internationale de justice n'est saisie d'un différend entre deux États que s'ils ont, l'un et l'autre, accepté la compétence de la Cour. C'est certainement là, à mes yeux en tout cas, l'un des effets les plus nocifs de la souveraineté. Un souverain n'accepte d'être déféré devant un juge que s'il le veut bien. Et seul un tiers des États s'engage actuellement à accepter la compétence de la Cour en signant une déclaration à ce sujet. Les États-Unis et la France, qui avaient fait cette déclaration lors de la création de la Cour, c'était des membres permanents du Conseil de sécurité, les grandes démocraties, on acceptait la justice internationale. Ils ont dénoncé l'un et l'autre leur engagement lorsqu'ils ont été confrontés au risque de perdre un procès. La France, en 1974, lorsqu'elle a été attaquée par l'Australie pour les essais nucléaires dans le Pacifique, et les États-Unis en 1986, parce qu'ils ont perdu un procès contre le Nicaragua. La Chine, la Russie, Israël n'ont jamais signé cette déclaration. Ainsi, les plus grands États du monde refusent d'être soumis à la justice. C'est ça qui explique que la Cour soit si souvent sollicitée pour rendre des avis consultatifs. Ça permet que le droit soit dit, mais il est dit sans force obligatoire. Alors, les Palestiniens, qui ne pouvaient pas traduire Israël en justice, puisqu'Israël n'accepte pas la compétence de la Cour, ont 3 fois, et de manière, je dois dire, très habile, ils ont fait ce qu'ils pouvaient de mieux, ils ont sollicité l'Assemblée générale de demander à la Cour un avis sur des questions essentielles qui les concernaient. Alors, il y a 3 avis. Un sur la légalité du mur construit par Israël qui a été déclaré illégal. Un sur la légalité des politiques et pratiques d'Israël dans les territoires occupés. Ça, c'est un avis remarquable qui va jusqu'au fond des choses. Et puis le 3e, celui récent, sur la légalité, ou plutôt l'illégalité des mesures prises par Israël contre l'UNRWA. Dans tous ces cas, la Cour, de manière très argumentée, a conclu à l'illégalité de ces agissements d'Israël. Mais quel résultat sur le terrain? Aucun. Ce sont des avis consultatifs. Alors, il y a un autre chemin pour que la Cour puisse juger une affaire. C'est possible, c'est un chemin plus étroit. Lorsqu'un différend porte sur un traité entre États dans lequel il y a une clause prévoyant qu'en cas de désaccord sur l'interprétation ou l'application de ce traité, la Cour pourrait être saisie. C'est comme ça que l'Afrique du Sud a traduit Israël devant la Cour sur la base de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide. Cette convention, qui date de 1948, qui a été créée, rédigée, préparée pour que ce qui s'était passé contre les Juifs ne recommence jamais. Cette convention prévoit dans une clause, dans un article, qu'en cas de différend, la Cour est saisie. Donc l'Afrique du Sud a pu traduire Israël devant la Cour sur la base de cette convention. Mais il faut ajouter qu'il est toujours nécessaire de bien vérifier si, en adhérant à la convention concernée, l'État en cause n'a pas émis une réserve qui bloquerait l'application de l'article sur la compétence de la Cour. Israël n'a pas fait de réserve. En 1948, Israël ne pouvait pas ne pas adhérer à cette convention pleinement. Mais moi, je dois vous dire que quand j'ai vu que l'Afrique du Sud saisissait la Cour contre Israël, je me suis dit, mais il y aura bien un autre État qui va saisir la Cour contre les États-Unis pour complicité. Je savais que les États-Unis avaient adhéré à la Convention. Puis je suis allé voir de plus près
Eh bien, les États-Unis ont fait une réserve à la Convention comme quoi ils n'acceptent pas l'article sur la compétence de la Cour. Donc, on ne peut pas traduire les États-Unis dans ce cas-là. C'est ça, la conséquence de la souveraineté des États. Et pour finir sur la juridiction internationale, il faut ajouter que les juges de la Cour sont élus par l'Assemblée générale des Nations unies, ce qui amène à des tractations politiques qui ne sont pas toujours favorables au choix des meilleurs juges. Et il faut ajouter aussi qu'ils sont élus pour 9 ans renouvelables, ce qui est manifestement trop long. Alors, je n'ai pas le temps de traiter de la Cour pénale internationale, mais en gros, elle relève des mêmes remarques. Alors, j'arrive à ma conclusion. Pour ouvrir devant vous, après ce tableau bien sombre, vous en conviendrez, mais je n'ai fait que vous dire la réalité des choses. Comment peut-on ouvrir quelques perspectives d'avenir un peu plus lumineuses? Le système du multilatéralisme, tel qu'il a été pensé en 1945, est aujourd'hui condamné par des forces adverses qui veulent le détruire, mais aussi par les faiblesses du système que je viens d'analyser. Alors, quelle est l'attitude pour nous? Nous devons d'une part persister à exiger l'application du droit tel qu'il a été édicté. Tous ces traités ont été passés, toutes ces grandes conventions sont là, toutes ces résolutions de l'Assemblée générale sont là. Donc on doit exiger que ça soit appliqué dans tous les cas où c'est violé. Mais d'autre part, nous devons être conscients, il ne faut pas se bercer d'illusions, qu'on ne sauvera pas le multilatéralisme en bricolant à partir du système onusien tel qu'il est. La priorité donnée aux souverainetés dans ce système, et la charte consacre le principe de souveraineté, condamne le droit international à être ineffectif dans bien des cas, et les privilèges des 5 membres permanents du Conseil de sécurité institutionnalisent la domination. Et toute réforme des Nations unies est impossible car les articles 108 et 109 la soumettent à l'accord des membres permanents. Ça veut dire que même ces réformes dont on parle, il y a des tas de débats, de colloques, de groupes des Nations unies, on se réfléchit, on se prend la tête, il faut augmenter le nombre des membres permanents du Conseil de sécurité, ça sera plus démocratique. Et chacun d'avancer quelques noms, mais c'est jamais les mêmes. Jamais les 5 membres permanents ne se mettront d'accord. Et d'ailleurs, à quoi servirait d'augmenter le nombre de membres permanents? On augmenterait un peu le clan des dominateurs? Bon, c'est pas ça, c'est pas vers ça qu'il faut aller. Compte tenu de ce blocage de toute réforme des Nations unies, nous devons penser l'avenir en dehors des Nations unies et nous préparer pour que, lorsqu'elles seront encore plus affaiblies qu'elles ne le sont aujourd'hui, une réflexion, qu'on ne soit pas devant le vide, qu'une réflexion ait été amorcée sur ce que les peuples de la Terre veulent comme droit entre eux, pour garantir une société juste et bonne, qui est la condition de la paix. Parce que nous avons en face de nous un capitalisme militarisé qui est d'une force et d'une agressivité considérable. Le communisme a échoué à en être l'alternative. Nous devons proposer une alternative fondée sur des valeurs communes garanties par un droit universel. Et pour cela, nous devons repenser le multilatéralisme pour contrer des initiatives comme le Conseil de la paix de Trump. Alors, je ne peux pas ici développer ce point longuement. Je dirais seulement qu'il faut garder et renforcer ce qui a été positif dans les Nations unies. Un tout n'est pas à jeter, loin de là. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. L'interdiction du recours à la force est un trésor qu'il faut garder. Il faut garder une organisation où tous les peuples se rencontrent et se parlent. Les agences dont Ronnie parlait tout à l'heure, toutes ces grandes agences des Nations unies, mais c'est le trésor de l'humanité, ça. Nous avons amorcé ça, qui est une solidarité entre tous les humains. Ça n'existait pas avant. C'était peut-être le fait de quelques groupements chrétiens ou d'églises. Mais de manière laïque, de manière civile, il n'y avait jamais eu entre les humains
c'est quelque chose de récent, et c'est vraiment ce que j'appelle le trésor de l'humanité. Mais il faudra imaginer un conseil dont tous les membres seront égaux, où il n'y aura pas de privilèges pour les uns ou les autres. Il faudra aussi, pour qu'il y ait un droit au-dessus de la souveraineté, des souverainetés, consacrer l'Assemblée générale des Nations unies, qui a fait du très bon travail, si vous regardez toutes les résolutions qu'elle a produites pendant des années. Il faudra donc consacrer ce travail, mais peut-être créer un second organe pour qu'il y ait une sorte de parlement mondial, parce que l'Assemblée générale représente les États. Donc il faudrait une autre assemblée représentant d'autres forces dans le monde, et qu'il soit dit que ce droit est obligatoire pour tous. Et il faudra évidemment rendre obligatoire la compétence des juridictions internationales. Alors j'ajoute que le projet que j'esquisse ici ne pourra pas émaner de force occidentale, simplement. L'Occident est très discrédité dans le reste du monde, vous le savez certainement, dans les contacts que vous avez, pour avoir confisqué le projet universel à son seul profit. La piste que je propose devra être accomplie par des groupes formés de personnes venant de tous les pays. Et je pense que les grandes ONG, comme Médecins sans frontières et comme bien d'autres, par les contacts que vous avez avec les sociétés non occidentales, ces grandes ONG peuvent jouer un rôle moteur. Je donnerai comme exemple, pour nous encourager, car nous avons besoin de courage pour aller vers ça, l'exemple qui nous donne du courage, c'est que ce sont les ONG qui ont forcé la main des gouvernements pour obtenir la création de la Cour pénale internationale. Et d'ailleurs, c'est l'opinion publique qui a forcé la main du Conseil de sécurité pour créer les tribunaux pénaux internationaux. S'il n'y avait pas eu les images tragiques de Sarajevo sur les écrans de télévision, le gouvernement n'aurait pas bougé. Mais là, les opinions publiques n'en pouvaient plus de voir ça. Donc, il y a eu l'initiative des tribunaux pénaux internationaux. Mais ensuite, pour passer à une Cour pénale internationale universelle, les États étaient très réticents. Et ce sont les ONG qui ont fait un travail formidable de lobbying auprès des États, de pression auprès d'eux, de telle sorte qu'on a finalement abouti. Voilà. Pour conclure, je vous citerai le mot de Hölderlin. Quand croit le péril, croit aussi ce qui nous sauve. Voilà, mais ce qui nous sauve ne peut croître qu'à partir de nos initiatives. Et nous devons essayer de tourner le moment ténébreux dans lequel nous sommes en un moment un peu plus lumineux si nous nous attaquons aux causes profondes du problème que j'ai essayé un peu rapidement d'analyser devant vous. Je vous remercie de votre attention. Merci Monique pour ce tour d'horizon, pas toujours réconfortant, pas toujours réjouissant, mais extrêmement précieux. Avant de passer la parole, que les premières questions arrivent, j'aurais voulu poser une question qui nous ramène un petit peu en arrière de votre exposé. Vous avez parlé de légitime défense concernant Israël à Gaza. Or, moi, il me semblait qu'une puissance occupante ne pouvait pas se réclamer, là je ne parle pas du point de vue juridique, mais plutôt d'un point de vue de cohérence politique globale, ne pouvait pas se réclamer de la légitime défense. Bien sûr, d'une obligation de répression après les massacres qui se sont abattus sur elle, ça ne fait aucun doute, mais c'est le terme de légitime défense qui m'a frappé dans votre exposé. Vous avez raison, je n'ai pas été assez précise. La Cour internationale elle-même a rappelé qu'il n'y a pas de légitime défense pour une puissance occupante. Si vous voulez, c'est l'idée de légitime défense qui était légitime aux yeux de la population d'Israël, parce que là, il y avait si vous voulez, les attaques du Hamas, parce que là, c'est tout un débat, on ne va pas revenir dessus longuement, mais un peuple en lutte a le droit de se défendre, enfin de lutter par, dit les résolutions des Nations Unies, par tous les moyens. Ce qui veut dire qu'il y a eu dans le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, tel qu'il a été défini par les Nations Unies, le droit à la lutte armée.
Alors, beaucoup de favorables aux Palestiniens m'ont dit combien de fois j'ai entendu cet argument, mais l'attaque du Hamas, c'était la réalisation de leur droit à mener la lutte armée. Oui, mais ils sont soumis dans la lutte armée, comme tout le monde, au droit humanitaire en cas de conflit armé. Donc on n'attaque pas les enfants ou les femmes, etc. Voilà. Mais vous avez raison sur la légitime défense qui, effectivement... C'était la formule qui m'avait surpris. Et puis, j'ai aussi une autre toute petite question. Vous disiez que les États-Unis échappaient à la Cour internationale de justice grâce à cette clause qu'ils invoquaient, mais il me semblait qu'en 1985, avec leur différence sur le Nicaragua, ils avaient été finalement condamnés. On trouve d'ailleurs dans cette résolution... Oui, mais c'est après. Oui, bien sûr. Jusque-là, ils avaient accepté la juridiction de la Cour. Donc, le Nicaragua les amène devant la Cour dans des conditions rocambolesques. C'était extrêmement intéressant. Parce que c'est vrai que c'est eux qui armaient complètement la Contra contre le Nicaragua. Il s'est trouvé que l'artillerie antiaérienne nicaraguayenne a abattu un hélicoptère de la Contra dans lequel il y avait le numéro 2 de la CIA. Les Nicaraguayens ont compris qu'ils tenaient là une bonne occasion. Ils ont donc saisi la Cour, ils ont de très bons juristes au Nicaragua. Ils ont saisi la Cour internationale de justice. À l'époque, les États-Unis acceptaient la juridiction de la Cour en disant « Mais vous voyez bien que ce sont les États-Unis qui mènent la guerre contre nous ». La Cour a rendu un arrêt remarquable, un des meilleurs arrêts, disant qu'effectivement, les États-Unis étaient responsables de ce qui se passait au Nicaragua. Ils ont été condamnés. Alors, d'abord, d'une part, ils n'ont jamais appliqué l'arrêt. Et quand le Nicaragua, parce que la charte dit que quand un arrêt de la Cour n'est pas respecté, le Conseil de sécurité est saisi et doit prendre des mesures. Donc le Nicaragua est venu devant le Conseil de sécurité en disant « Mais les États-Unis ne payent pas les réparations qu'ils nous doivent ». Les États-Unis sont restés à la délibération du Conseil de sécurité, personne n'a rien dit. Et donc, ils se sont opposés à toute suite de cette... Et après, d'une part, ils ont manipulé les forces au Nicaragua, et c'est Violeta Chamorro qui a succédé au gouvernement sandiniste. Donc, à ce moment-là, ils ont payé quelques réparations à Violeta Chamorro. Mais parallèlement, ils ont dénoncé la clause de juridiction de la Cour, et aujourd'hui, ils ne sont plus... Voilà. Mais ils l'étaient jusqu'en 86. Et nous, on a fait pareil en 74. D'accord, merci pour ces précisions. Bonsoir Ronnie, bonsoir Monique. Merci pour l'exposé que j'ai trouvé très riche, riche en connaissances, riche en culture. Ma question est au niveau des recommandations du professeur. Et l'une des recommandations que vous avez citées était associée à l'Assemblée générale des Nations unies en Parlement. Et vous avez expliqué que l'Assemblée générale des Nations unies était constituée uniquement des membres étatiques des États. J'aimerais savoir quel acteur pensez-vous associer au Parlement? Est-ce des ONG? Est-ce des multinationales? Est-ce des lobbies? Et quel sera le rôle du Parlement d'après vous? Merci. Oui. Alors, si vous voulez, moi je lance des idées. Ce que j'espère, c'est que du fond des sociétés du monde entier, les gens s'intéressent à ça et qu'il y ait des débats, etc. Parce que tout ça est à construire. Il faut partir de l'expérience qu'on a eue. Je pense qu'une assemblée seulement des États, c'est quelque chose d'insuffisant, parce que d'abord, il y a des peuples sans État, et ils méritent une représentation. Et puis, il y a d'autres forces que les États. Alors, c'est très difficile aujourd'hui. Dans le cas, dans une organisation nouvelle, que moi je voudrais appeler Organisation mondiale des peuples, dans le cas où le Conseil de sécurité ne serait plus bloqué par le veto, les peuples sans État aujourd'hui seraient admis. Parce que qu'est-ce qui empêche les Palestiniens de devenir membres des Nations Unies? C'est le veto. Les Sahraouis, les Kurdes, etc. Avec une assemblée générale des Nations Unies ou un conseil qui ne serait pas bloqué par le veto, les choses seraient beaucoup plus ouvertes. Alors, quant à une deuxième chambre qui représenterait d'autres forces, vous savez, il y a déjà des gens qui travaillent sur les idées que j'expose ici. Je n'ai pas inventé ça toute seule. Et notamment,
il y a beaucoup de gens qui travaillent sur comment rendre plus démocratiques les Nations Unies. Alors, il y a l'hypothèse d'une représentation des ONG, mais c'est très difficile parce que dans les ONG, il y a de tout. Vous avez les grandes ONG humanitaires qu'on respecte, qu'on connaît et dont on sait le travail qu'elles font. Et puis, moi, à un moment, je représentais une association de juristes à l'UNESCO. Il y avait 400 ONG, c'est très ancien, c'était dans les années 90. Il y avait 400 ONG près de l'UNESCO. Je me suis aperçu qu'il y avait des choses extravagantes. Il y avait la défense des animaux domestiques, il y avait des tas de petites ONG. Voilà. Donc, c'est difficile. Mais on pourrait imaginer un comité qui fasse le tri entre les candidatures d'ONG et qui prennent les ONG qui ont une certaine surface, qui ont un but véritablement humanitaire, etc. Et puis, il y a par exemple l'idée que je ne trouve pas mauvaise, au moins dans une phase intermédiaire, qu'il y ait une deuxième chambre qui représenterait des parlementaires. Parce qu'actuellement, l'Assemblée des États, ça représente les exécutifs des États. Or, il y a une très grande différence d'appréciation des choses entre les exécutifs et les parlementaires dans les États. Parce que les parlementaires, ils reviennent près de leur base. Ils connaissent un peu le public qui les élit, etc. Donc, vous avez une mentalité différente, une approche des problèmes différents. Voilà, c'est une des hypothèses qui a circulé dans les cercles où on travaille à ça. Voilà. Mais si vous voulez, c'est un débat qui est ouvert à l'imagination des peuples. Ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas que ça soit une représentation démographique, parce qu'à ce moment-là, évidemment, les grands États écraseraient tout. Et c'est très bien que... Qu'est-ce qui fait le poids des Nations Unies, de l'Assemblée Générale actuellement? Pourquoi elle fait du si bon travail, l'Assemblée Générale? Parce qu'elle fait du bon travail. Vous avez peut-être lu la résolution qu'elle a prise en septembre 2024, après l'avis de la Cour... le très bon avis de la Cour sur les politiques et pratiques d'Israël. L'Assemblée générale a pris une recommandation remarquable. Elle fait du bon travail parce qu'il y a beaucoup de petits États. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas la taille d'un État qui compte, c'est son existence en tant qu'unité de population différenciée. Bonsoir, Juliette Meignet de Première Urgence Internationale. Merci tout d'abord pour votre présentation et puis le fait d'initier la réflexion, surtout pour les nouvelles générations qui héritent d'un système multilatéral que certains pourraient qualifier d'être en état de mort cérébrale. Ma question porte sur cette responsabilité de protéger que certains ont invoquée par rapport au massacre qui se sont produits en Iran contre les civils. Que pensez-vous, quelle place donnez-vous à cette responsabilité de protéger qui a été créée au sommet des Nations Unies en 2005? Merci. Oui, alors je n'en ai pas parlé, ce qui vous indique déjà que je n'y attache pas une très grande importance. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'elle dit, cette résolution, enfin le texte qui a été pris sur la responsabilité de protéger? Elle oblige les États eux-mêmes à protéger leur population. Ah oui, mais on ne devrait pas avoir besoin de le dire. Hein. Et donc, je ne vois pas, et dans les cas où elle a été utilisée, ça n'a pas été très probant. Puisque, comme vous le savez, on s'est abrité derrière cette responsabilité de protéger pour les opérations en Libye. Donc, moi, je ne trouve pas ça très porteur d'amélioration du multilatéralisme. Bonsoir. D'abord, un grand merci pour votre analyse et votre présentation si claire et érudite de la situation et de la dégradation du droit international. J'aurais une question qui s'adresse plutôt à Ronnie Broman qu'à vous, mais enfin vous aussi, qui est sur un des sujets que vous avez évoqués, sur la responsabilité des ONG en général
par rapport à cette dégradation de la situation mondiale, notamment ces derniers mois au Proche et au Moyen-Orient. En deux mots, moi je suis un modeste donateur de Médecins sans frontières depuis longtemps, mais j'ai admiré notamment la position courageuse qu'a pris MSF sur la situation à Gaza. D'abord, toutes les ONG ou les fondations de ce type n'étaient pas présentes sur le terrain. Et deuxièmement, vous l'avez dénoncé de façon claire. Voilà. Ce qui me frappe, c'est que non seulement le droit international n'a plus la force qu'il avait autrefois, il y a encore 20 ans, la FINUL était relativement respectée, les forces d'interposition produisaient des résultats. Vous avez cité aussi l'ex-Yougoslavie, on a quand même réagi sur Sarajevo, les opinions publiques se mobilisaient sans doute davantage. Alors, je trouve qu'aujourd'hui, nos sociétés sont dans la responsabilité. Si vous voulez, il y a des tas de causes, on n'a pas le temps de détailler, mais il y a aussi sans doute le manque de courage des opinions et des décideurs en Occident. Et puis, il y a aussi la trop grande puissance relative d'un pays, les États-Unis alliés à Israël, alors qu'il n'y a plus de contre-pouvoir de grande puissance qui pouvait équilibrer les choses, comme c'était le cas non seulement sous la guerre froide, mais enfin jusqu'à il y a, mettons, une vingtaine d'années. Alors, de ce point de vue, les ONG restent quand même une force d'influence. Est-ce que, René Broman, vous ne pensez pas qu'elle pourrait, sous l'égide des uns et des autres, conduire les opinions à faire évoluer quand même les grandes décisions des femmes et des hommes et d'État? Il me semble que vous avez été quand même un peu seul à intervenir. Et deuxièmement, Madame, vous qui avez une vue aussi par rapport au monde des juristes et des éminents juristes qui peuvent se mobiliser sur des causes diverses, c'est souvent le cas dans des tribunes, ça a été quand même moins le cas sur ces sujets d'atteinte, je reprends ce que disait une intervenante précédente, l'atteinte aux droits élémentaires de la vie humaine. Voilà, c'est vraiment, je crois, une question fondamentale de responsabilité à la fois individuelle et collective. Et devant l'impuissance du droit international, devant la faiblesse des États et de nos dirigeants, je pense quand même qu'il faudrait essayer de créer, enfin de contribuer à créer une nouvelle forme de solidarité favorable au respect des droits élémentaires de l'homme. Merci pour cette question. Enfin, je vais fournir un ou deux éléments de réponse, mais des éléments très, très généraux. L'un sur la proposition que vous faites, enfin l'appel que vous nous lancez d'une certaine manière, et l'autre sur un constat que par contre je ne partage pas vraiment, parce que d'ailleurs c'était une question que je voulais aussi vous poser, mais je voulais laisser aussi de la place pour les questions de la salle. Il me semble que le passé multilatéral que vous avez décrit et celui auquel, monsieur, vous faites allusion, est un peu rosifié. Je pense que ce passé n'était pas si plaisant que cela. Par exemple, vous parlez de la FINUL et de son indemnité. Non, la FINUL a été attaquée par Israël en 1995. Il y a eu 100 morts. Mais c'était des Fidjiens, des Philippins, des humanités de deuxième catégorie qui ne font pas la une des journaux. Mais c'est bien la FINUL qui a été attaquée. Au passage, c'était Shimon Peres qui était Premier ministre par intérim, et c'est peut-être son prix Nobel de la paix qui l'a protégé contre les éventuelles critiques ultérieures. Bref, et les missions de maintien de la paix, d'ailleurs on parlait de missions de maintien de la paix, de renforcement de la paix, il y avait le peacemaking, le peace enforcement, hein, pas seulement le peacekeeping. Les distinctions entre ces différentes formes ne sont pas si claires que ça, mais en tout cas elles existent malgré tout. Mais le résultat, regardez les pays dans lesquels il y a eu de grands déploiements, le Soudan du Sud, le Centrafrique, la République centrafricaine, les résultats sont pas vraiment probants. Donc il me semble qu'on manque d'une histoire sur laquelle s'appuyer pour cela. Mais c'est pas parce qu'on manque d'une histoire qu'il faut pas la faire, son histoire, naturellement. Mais je me référerai pas
à un passé si brillant que cela, même si on voit aujourd'hui une dégradation, mais le droit a toujours été violé. Ce qui est nouveau, c'est ce que Monique rappelait au début, c'est que d'une certaine manière, on considère qu'il est mourant, qu'il est agonisant, alors qu'on s'y référait autrefois comme un horizon auquel il fallait accorder de l'importance. Là, on le considère comme une sorte de survivance, un vestige, comme ça a été dit. Quant au rôle des ONG pour favoriser la construction de ce nouvel ordre mondial, oui, je crois en effet que c'est le cas, qu'elles ont un rôle. Moi, je ne sais pas du tout par quelle voie et quels moyens tout cela peut passer. Mais en tout cas, je trouve que c'est une matière à réflexion pour les ONG humanitaires, les ONG de droits de l'homme, les ONG de solidarité. Enfin, il y a de multiples formes qui relèvent de la lutte pour une certaine conception de l'intérêt général, qui méritent d'être rassemblées, enfin qui devraient être rassemblées pour cela. Donc oui, je pense que cette suggestion-là est vraiment stimulante. Oui, je peux ajouter un mot sur la temporalité. Moi, je suis convaincu, c'était quand même le sens de mon exposé, que dès le départ, le droit international était vicié. Aujourd'hui, c'est démasqué, ça. Mais les irrégularités profondes, les déficiences profondes étaient là. Le rôle des ONG, moi, j'y crois beaucoup. Je vous l'ai rappelé pour la Cour pénale internationale. Les ONG ont un grand poids dans l'opinion publique, à condition évidemment de s'unir et de former des coalitions et d'attaquer certains problèmes. Ce sont les grandes ONG, notamment d'ailleurs de Médecins contre le nucléaire, qui avaient fait le lobbying à l'Assemblée générale des Nations unies pour obtenir l'avis de la Cour sur la licéité de l'arme nucléaire. Donc, dans certains cas, ils ont un poids important et c'est ça qu'il faut essayer de travailler aujourd'hui. Mais je pense que dans le monde complètement multipolaire d'aujourd'hui et avec le discrédit de l'Occident, il faut faire des liaisons avec des ONG du Sud, ce qu'on appelle le Sud global aujourd'hui. Les juristes, ils se mobilisent un peu. Je dois dire que, vu la génération à laquelle j'appartiens, j'ai un certain recul historique. Moi, je me souviens que quand j'étais jeune professeur de droit, les professeurs de droit, c'était quand même des gens très, très, très respectueux de la Charte des Nations Unies, du pouvoir des grandes puissances. Tout le monde nous expliquait que, bien sûr, c'était tout à fait légitime que les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale soient membres permanents. On n'allait pas mettre ça en cause. Ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, dans les jeunes juristes, il y a beaucoup de jeunes qui s'impliquent. Il y a notamment en France, il y a une association qui s'est créée qui s'appelle Jurdi, qui est extrêmement active sur la question palestinienne, qui lance toutes sortes d'actions, de procédures, etc. Donc voilà. La société civile, qu'est-ce qu'elle porte? Elle porte le rôle des idées. Et dans la question du droit, la règle juridique, elle naît des contradictions sociales, c'est-à-dire qu'elle est directement en liaison avec le rapport de force. Mais dans le rapport de force, les idées jouent un rôle très important. Je rappelle toujours l'exemple des luttes de libération nationale ou de certaines guerres. Les Vietnamiens ont gagné la guerre contre les États-Unis d'Amérique, qui, avec leur B-52 venant de l'île de Diego Garcia, les arrosaient de bombes et d'agents orange. Pourquoi ils ont gagné? Ils ont gagné par la force des idées. Ils ont gagné parce qu'ils ont été appuyés dans leur lutte. C'est eux qui l'ont menée, à quel prix pour eux, hein. Mais ils ont été appuyés par les étudiants dans les campus américains, dans des manifs où les étudiants se faisaient tuer pour la cause vietnamienne à l'époque. Et la guerre d'Algérie, c'est la même chose. Ces grands pays, sur la base d'un simple rapport de force militaire ou économique, auraient dû gagner. Et comment se fait-il qu'ils ont perdu? Nous avons perdu toutes les guerres de libération coloniale. Les Américains ont perdu la guerre du Vietnam. C'est la force des idées. Et moi, je me souviens, puisque j'étais jeune prof à Reims à l'époque, on a compris que l'Algérie, ça allait basculer quand les premiers soldats français ont refusé de monter dans les trains pour y aller. Là, on a compris qu'il se passait quelque chose. C'est la force des idées, ça joue un rôle très important. Mais, c'est que nous avons aujourd'hui, vous avez eu raison de rappeler qu'il n'y a plus
d'opposition aux États qui mènent le monde en ce moment, parce que l'alternative au capitalisme militarisé, actuellement, on n'en voit pas. C'est à nous d'en construire une. La chute de l'Empire soviétique a été la possibilité pour ce capitalisme militarisé de s'imposer comme étant la seule alternative. Parce que ne nous trompons pas, la Chine communiste est un pays à capitalisme d'État ultra militarisé. Donc voilà, nous avons là une force qui est redoutable, qui est plus importante qu'elle ne l'a jamais été. Et on le voit bien en ce moment dans la guerre contre l'Iran. Voilà. J'ai une question en ligne d'un de nos collègues de MSF Suisse. Je la lis. Il dit voilà. La possibilité d'opérer dans une zone de conflit et d'apporter une assistance et protection humanitaire est cadrée par le DIH et découle en principe de l'application des principes. Or, depuis des décennies, MSF et d'autres ont démontré que l'accès humanitaire était plutôt basé sur les intérêts des belligérants et la réelle politique, l'instrumentalisation de la présence de MSF, la captation des ressources, je commente un peu, étant une condition nécessaire à l'action. Dans ces conditions, dans quelle mesure est-il encore important, voire nécessaire, de demander l'application du DIH ou pas, vu que notre accès ne repose pas sur l'application de règles, mais sur des intérêts bien compris. Je pense que Tarak n'en voudra pas d'avoir un peu commenté cette question. Je pense qu'il faut faire la distinction entre les intérêts des États conçus comme une forme d'expression de l'intérêt des gens au pouvoir et les intérêts des États plus général qui relève de ce qu'on pourrait appeler l'intérêt général. On ne se fait pas d'illusions, c'est un des slogans qu'au Crash on a mis en avant. On ne se fait pas d'illusions sur les raisons pour lesquelles les États nous admettent sur leur territoire. C'est bien parce qu'ils ont intérêt à le faire. Mais le respect du droit international humanitaire, ou en tout cas l'invocation de celui-ci, fait partie de l'intérêt. Et une fois que nous sommes admis, les cadres dans lesquels nous discutons, le statut dont nous pouvons bénéficier vis-à-vis de cet État, a tout de même une certaine consistance grâce au droit international humanitaire. Demander par exemple que soit autorisé le passage de tel convoi, que l'approvisionnement en eau de tel endroit soit autorisé, etc. Je ne parle pas d'exemple de Médecins sans frontières spécifiquement, mais des ONG humanitaires ou des institutions humanitaires en général. C'est possible d'autant plus facilement qu'on peut s'appuyer, non pas sur une morale personnelle qu'on exhiberait comme cela, mais sur un droit qui est théoriquement reconnu internationalement. C'est très théorique, mais c'est une fiction. Mais c'est une fiction qui a son intérêt dans la pratique. Donc je pense qu'autant il ne faut pas fétichiser le droit, autant le mépris dans lequel il est tenu aujourd'hui et de façon croissante est problématique. C'est un usage instrumental auquel on doit se livrer, mais en essayant de promouvoir ce droit, plutôt qu'en le considérant comme une sorte de gadget totalement stérile. Comme vous l'avez souligné, l'Assemblée générale est aujourd'hui peut-être le seul lieu où s'exerce encore une certaine forme de multilatéralisme qui produit du droit progressiste, alors que le Conseil de sécurité est bloqué et décrédibilisé. Et en même temps, est-ce que ce fait-là ne met pas en danger une partie des petits États qui sont perméables à l'influence étrangère, à des mécanismes de coercition, de dépendance financière, économique,
dans cette perspective où une voix, un État, une voix, est-ce que ça ne peut pas avoir des effets pervers, le fait d'avoir finalement un système démocratique avec des États, avec des forces et des puissances très différentes. Et on peut peut-être le voir à l'heure actuelle dans la zone Pacifique où de petits États sont de plus en plus sous influence de grands États. Non, vous avez tout à fait raison. Ça, c'est un vrai problème parce que les grandes puissances ont pratiqué une politique de clientélisme extrêmement active auprès des petits États. Alors, c'est vrai, mais à mon avis, ça se dégrade pour les grandes puissances actuellement. Si vous prenez le cas de la France, elle est quand même beaucoup moins appuyée par les États du Sud. Et la Chine commence à avoir quelques problèmes aussi d'États qui ont envie de la lâcher parce qu'ils prennent la mesure de ce que la coopération chinoise leur apporte, sans doute comme avantage immédiat, mais comme poids de la dette a posteriori, etc. Donc voilà, c'est vrai que le clientélisme est terrible. Moi, je me souviens, j'ai travaillé pendant longtemps pour la Guinée-Bissau et j'ai découvert un beau jour que l'ambassade de Guinée-Bissau en France, n'ayant pas les moyens de payer son électricité, son loyer et son chauffeur, tout ça a été payé par le ministère de la Coopération français. Comment voulez-vous après qu'à l'Assemblée générale des Nations unies, un pays comme ça prenne position contre la grande puissance? Donc vous avez raison. Mais je crois que ça bouge un peu quand même. Ça bouge un peu. La preuve, c'est que quand il y a des grandes résolutions avec des grandes questions en jeu, comme ça a été pour la guerre en Ukraine, ou etc., les petits pays font bloc quand même du bon côté. C'est pareil pour les demandes d'avis consultatifs. On a des très fortes majorités à l'Assemblée générale sur des grandes, belles questions. Donc ça donne un peu d'espoir. Bonsoir. On a vu au cours des dernières années le retrait des 3 pays baltes, de la Finlande et de la Pologne, du retrait du traité d'Ottawa sur les mines antipersonnelles. Et quand on discute avec les forces armées européennes, on voit que celles-ci voient le respect des hôpitaux et du droit humanitaire comme un handicap tactique. De votre poste d'observation, comment est-ce que vous voyez que certains pays européens pourraient continuer à avancer dans un retrait finalement du droit humanitaire, dans une préparation d'une guerre en Europe? Je ne sais pas si je peux Merci pour ce commentaire optimiste. avancer une réponse à cette question. Non, la question des armes, elle est terrible parce que, d'abord là aussi, les grands traités sur les armes, malgré quelques organismes de contrôle qu'on a institués dans certains cas, sont à géométrie variable. On en revient au fait que le droit soit contractuel est un obstacle majeur. Il faudrait que l'interdiction de certaines armes, la limitation de certaines armes, soient des normes universelles. Ça va dans le sens de ma conclusion. Il faut se remettre au boulot pour imaginer une autre société internationale. Celle-là ne nous apportera que des désillusions. Mais c'est vrai que la question des armements, elle est terrible. L'article 46 que je vous ai lu de la charte, je ne sais pas si vous en aviez entendu parler. La charte, alors c'était la logique de la charte. Quand même, il y a eu un moment de grâce en 1945. Comme on interdisait le recours à la force, normalement, les États n'avaient plus besoin d'armée, puisque la force était interdite. Il fallait garder quelques contingents pour les 2 cas prévus, qui étaient la légitime défense, mais sur une période très courte, puisqu'il fallait immédiatement saisir le Conseil de sécurité, et puis la participation à des forces armées internationales. Donc les États n'avaient plus besoin d'armement. D'où cette phrase magnifique que les armements devaient être réglementés pour n'utiliser pour cela que le minimum des ressources humaines et économiques du monde. On en est où aujourd'hui? On en est où aujourd'hui? Regardez l'économie de la France, sur quoi elle repose. Vous connaissez les statistiques, les éléments de l'économie française. Nous sommes une économie totalement militarisée. Donc voilà, le travail, il est devant nous. Hein. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour votre présentation. Bon, vous avez
beaucoup axé votre travail sur le droit, évidemment, en y mêlant des éléments historiques et politiques, mais dans votre projet qu'on ne peut que soutenir, on voit que la place du politique est majeure et les intentions politiques sont majeures. Vous avez caractérisé la menace sous le terme de capitalisme militarisé et on peut l'accepter. Mais ce qui se passe aujourd'hui, qui est difficile, y compris pour les ONG qui sont targetées, c'est que sans rien attendre de la Chine ou de la Russie avec des régimes politiques qu'on connaît, c'est que nos démocraties sont en train de basculer vers des régimes illibéraux, suprémacistes, ultralibéraux, c'est pas nouveau, mais totalement assumés, où le fait d'être anti-droit est totalement assumé. Et donc, pour arriver à votre projet, il me semble qu'il y a un combat culturel qui est majeur, politique, qui est de défendre le fait que les droits, c'est important. Et qu'être anti-droit, c'est pas cool. Voilà. Et c'est pas ce qu'on nous oppose aujourd'hui, puisque vous l'avez évoqué, quand on fait référence au droit, c'est un peu pièce de musée, comme vous l'avez évoqué. Et aujourd'hui, les organisations internationales, comme MSF, MDM et d'autres, sont caractérisées comme des ennemis politiques d'acteurs illibéraux qui aujourd'hui sont en train de prendre le pouvoir dans nos démocraties. Donc si à un moment donné, moi je suis président de Médecins du Monde, donc je crois à la vertu du plaidoyer des organisations. Mais si les organisations internationales aujourd'hui ne pointent pas du doigt la menace de manière plus claire, la menace ultralibérale, la menace illibérale, la menace suprémaciste, qui veut tuer les ONG aussi, parce que nous ne sommes plus les relais de soft power de cette idéologie anti-droit. Si on n'est pas dans le combat politique, on ne va jamais s'en sortir. Évidemment, ça met en tension nos principes de neutralité, d'impartialité non partisane. Mais je pense qu'on peut être politique sans être partisan. Et il me semble que si on veut que les ONG, comme vous le dites, rentrent dans le combat, il faut mieux mesurer la menace et mieux être dans le champ du politique. Et en Occident, il me semble qu'aujourd'hui, le combat il doit être aussi sur la dénonciation des antidroits, quoi. Alors, je suis d'accord avec votre analyse, mais à ceci près que l'Europe reste, au moins dans son discours global, le pôle dans le monde où on défend encore le droit. Parce que vous dites les forces illibérales, oui. Alors, on a quelques soucis à se faire en Europe avec Viktor Orban, mais j'attends avec impatience les élections très proches maintenant. Mais à part ça, les autres... Enfin, il y a l'Italie. Mélanie vient de recevoir un petit obus sur la figure qui va peut-être calmer un peu les choses en Italie. Le reste de l'Europe n'est pas encore aux mains de forces illibérales. Elles sont montantes, c'est vrai, le danger est vrai. Mais je pense que les forces démocratiques restent quand même vigilantes. En tout cas, je veux rester optimiste de ce point de vue-là. Et ce que je constate, c'est que l'Europe s'est faite sur la consécration du droit. Et l'Europe, très malmenée malgré tout, puis qui a dérivé vers son ultralibéralisme, etc. Mais si vous prenez la structure de l'Europe, et cette structure reste celle qui est consacrée aujourd'hui, c'est exactement le modèle que moi je souhaite, que j'imagine pour le monde. Parce que comme je suis très critique à l'égard de la souveraineté, en Europe, vous avez cette chose extraordinaire qu'on a créé une communauté politique au-dessus des États membres, mais qui n'a pas détruit les États membres, contrairement, alors je m'agace beaucoup quand je vois les pro-européens dire qu'il faut passer au fédéralisme. Parce que si c'est le fédéralisme institutionnel, pour être comme les États-Unis, le Brésil ou le Canada, à ce moment-là, les communautés politiques membres sont effacées, disparaissent derrière la puissance fédérale. Moi, ce n'est pas du tout ça que j'aime dans l'Europe. C'est au contraire le fait que l'Europe ait créé cette chose inouïe dans l'histoire des États, de créer une communauté politique supérieure aux États qui n'a pas détruit les États et qui cohabite avec les communautés plus petites. Et puis, cette chose incroyable de créer du droit sans souveraineté. Parce que dans la tradition juridique depuis toujours,
le droit était le résultat de la souveraineté de l'État. D'ailleurs, la justice est rendue au nom du peuple souverain. Eh bien, en Europe, il y a une justice, le Conseil de la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice de l'Union européenne, qui ne rendent pas la justice au nom d'un peuple souverain, qui rendent la justice au nom de la communauté des États associés. Et ce que je trouve formidable, c'est que dans l'association des États membres de l'Europe, il n'y a pas de principe hiérarchique. Contrairement à l'ONU, où on a réintroduit le principe hiérarchique avec les membres permanents. Là, il n'y a pas de principe hiérarchique. Quand il y a la présidence tournante tous les 6 mois, quand c'est un tout petit État, il préside avec la même autorité que quand c'est un grand État. Et ça, c'est une sorte de modèle que nous pouvons cultiver pour la suite du monde entier. Si vous voulez, ce qui se passe dans le monde actuellement, c'est que le monde est ouvert. Et ça, c'est quelque chose qui s'est accéléré incroyablement dans les dernières décennies. Totalement ouvert. Par les migrations, les transports, le tourisme, les réseaux sociaux, les communications, etc. Il est ouvert, et ce monde ouvert, qui forme donc une société, n'a pas de règles communes. C'est ce qui peut arriver de pire, de plus dangereux. Donc voilà, l'urgence est d'établir des règles communes. Mais le rôle des ONG reste, me semble-t-il, capital, parce que vous êtes l'image la plus valorisante de la société civile par l'action que vous menez. Bonsoir, merci pour toutes ces analyses juridiques qui sont votre domaine d'expertise. Mais est-ce qu'on peut penser le droit sans les moyens de le faire respecter? Et là, on a beaucoup parlé de multilatéralisme et d'évolution du droit. Mais comment voyez-vous l'évolution des moyens de le faire respecter? Parce qu'une chose qu'on voit, et on parlait, vous avez rappelé sur la FINUL et d'autres merveilleuses résolutions de l'ONU, mais il manque évidemment des moyens de les faire respecter. Est-ce qu'on peut avoir le droit sans les moyens de le faire respecter? Alors, je vais encore vous donner l'exemple de l'Europe. L'Europe n'a pas d'armée commune. L'Europe fabrique du droit et il est respecté. Il est respecté parce que la volonté politique des États membres est là quand même. Oui. Donc on en revient là. C'est pas tellement la force. Vous savez, le droit n'est pas la force juridique du droit. Moi, j'ai été formé par un juriste extraordinaire qui s'appelait Charles Chaumont, qui avait créé une école de droit qu'on appelait l'école de Reims. Et Charles Chaumont se posait la question que les juristes positivistes français évitent avec soin, mais qui est la question fondamentale, c'est quel est le fondement du caractère obligatoire de la norme? Parce que finalement, une norme de droit, c'est un énoncé du langage. Mais la différence avec les autres énoncés du langage, c'est que l'énoncé juridique, il est chargé d'une force obligatoire. Mais d'où elle vient, cette force obligatoire? Quel est son fondement? Alors, le fondement de la force obligatoire, en droit interne, on dit c'est la souveraineté de l'État. Et en droit international, la même souveraineté de l'État fait qu'il n'y a pas de droit international, parce qu'ils n'en veulent pas. Et Charles Chaumont faisait une analyse très réaliste et très, vous allez voir, très riche de conséquences du fondement du caractère obligatoire du droit. Il disait « La norme juridique devient obligatoire quand elle est le résultat d'une contradiction sociale ». Et il ajoutait « Il faut distinguer les contradictions primitives et les contradictions consécutives, parce que les contradictions sociales, elles évoluent dans tous les domaines. Et quand une norme juridique advient, elle correspond à une contradiction sociale du moment. Et cette norme reste en vigueur tant que la contradiction sociale reste la même. Mais quand la contradiction sociale évolue, si elle évolue aux dépens de la contradiction primitive, alors la norme tombe en désuétude. Prenez l'exemple du Conseil de sécurité. C'est très intéressant. Le Conseil de sécurité, il a été fondé par une erreur incroyable des rédacteurs de la Charte sur une contradiction sociale qui était en train de s'achever, qui était finie. C'était la contradiction entre les vainqueurs et les vaincus de la Seconde Guerre mondiale. Mais la contradiction était finie par la victoire remportée. Et on fonde une organisation pour l'avenir sur une contradiction qui était terminée.
Donc le caractère bancal des Nations Unies vient de là. Alors évidemment, les grandes puissances ont continué, puisque formellement ils avaient le pouvoir, ils ont continué de vouloir l'exercer. Mais le résultat, c'est que les Nations Unies échouent. Et donc, il faut jouer là-dessus, si vous voulez, pour avancer en droit. Et moi, je pense que nous sommes dans un moment où les contradictions sociales bougent beaucoup. Et vous savez quand même, enfin, vous allez les uns les autres, probablement plus que moi maintenant, mais autrefois j'ai quand même beaucoup été en contact avec les peuples du monde entier. Ça bouge énormément. Vous voyez, quand on prend le continent africain, les Africains, ils sont très soucieux du droit. Et la Cour africaine des droits de l'homme marche bien, et l'Union africaine est très juridicisée. Ils sont très légalistes de ce point de vue-là. Et je trouve que c'est prometteur. Parce que justement, ce qui nous manque, c'est une communauté mondiale dotée d'un droit, mais qui ne soit pas lié à une souveraineté. Voilà, il faut travailler, réfléchir sur ces bases-là, mais l'avenir est là. Merci Monique pour cette conclusion réconfortante et ouverte.